La fenêtre de la cuisine encadrait ce matin d'octobre comme une toile dont je m'étais lassée. Le givre perlait sur les noix jonchant le sol de mon domaine de 15 hectares, leur bogue luisant sous un soleil qui conservait une chaleur estivale. Je pressais la paume contre la vitre, sentant le froid s'insinuer, et me demandais à quel moment ce paysage avait cessé de m'apaiser. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter pour nous dire d'où vous nous regardez. À 62 ans, j'aurais dû être comblée. L'hypothèque était remboursée, depuis 8 ans déjà. La longère avait besoin de travaux, certes, mais elle était à moi. Chaque poutre, chaque pierre, chaque souvenir gravé dans ces murs m'appartenait. J'y avais élevé 2 garçons, après que leur père, Jean-Luc, nous eût quittés dans cet accident de voiture, il y a 15 ans. J'avais planté chaque noyer, réparé chaque clôture, et survécu à chaque hiver qui avait tenté de me briser. Mais le contentement semblait aussi fugace que la brume matinale se dissipant sur les champs. Le téléphone sonna, me tirant de ma rêverie. Le nom d'Antoine s'afficha, et mon estomac se noua, comme à chaque fois que mon fils cadet appelait ces derniers temps. « Bonjour, maman ». Sa voix portait cette gaieté forcée que j'avais appris à déceler. « Antoine ». Je gardais un ton neutre, attendant la suite. « Écoute, je voulais revenir sur notre conversation de la semaine dernière, à propos du domaine. La voilà. La même discussion que nous avions depuis des mois, habillée de mots différents, mais tournant toujours autour de la même exigence. Je m'éloignais de la fenêtre, mes pieds nus, silencieux, sur le parquet que j'avais moi-même rénové 3 étés plus tôt. « Il n'y a rien à ajouter, mon chéri. Je t'ai déjà dit... » « Maman, écoute-moi, s'il te plaît. » La gaieté se fissura, révélant l'impatience sous-jacente. Chloé et moi avons refait les calculs, et cette opportunité ne va pas se présenter éternellement. L'univers des start-up technologiques évolue très vite. Et si nous n'obtenons pas de financement bientôt, alors trouvez un autre moyen. Les mots sortirent plus secs que je ne l'aurais voulu, mais je ne les adoucis pas. Nous avions emprunté ce chemin bien trop souvent. Une pause, puis la voix de Chloé en arrière-plan, étouffée mais insistante. Je saisis des fragments. Têtu. Ne comprends pas. Antoine se racla la gorge. Maman, tu es trop âgée pour comprendre ce genre de rêve. Le monde a changé. Rester assise sur tout ce terrain, alors qu'il pourrait être transformé en quelque chose de significatif. Trop âgée. Les mots me frappèrent comme un coup de poing. Je m'assis sur le tabouret de la cuisine, serrant plus fort le téléphone. Trop âgée pour comprendre les rêves. Je ne voulais pas... Écoute, c'est mal sorti. Mais maman, tu as 62 ans. Que fais-tu vraiment avec 15 hectares? Quand as-tu planté autre chose que ce petit potager pour la dernière fois? Chaque mot était un petit couteau, précis et tranchant. Il n'avait pas tort pour l'agriculture. J'avais loué la plupart des terres pas aux fermiers soins et voisins ces 5 dernières années. Mais il avait tort sur tout le reste. Ce domaine n'est pas juste un investissement, Antoine. C'est ce que papa aurait voulu. Je sais que tu l'as dit 100 fois. Mais papa est parti depuis 15 ans. Et tu vis dans le passé. La ligne devint silencieuse, à l'exception du son de ma propre respiration. 15 ans. Était-ce vraiment si long depuis les funérailles de Jean-Luc, où je m'étais tenue dans cette même cuisine, entourée de plats en sauce et de cartes de condoléances, me promettant de m'accrocher à tout ce qu'il avait aimé. « Chloé veut te parler », dit finalement Antoine. Elle pense qu'elle peut peut-être expliquer le plan d'affaires mieux que moi. De femme à femme, je n'ai besoin que personne ne m'explique quoi que ce soit. Mais même en le disant, je sentis ma détermination faiblir. Non pas parce que j'envisageais leur proposition. Jamais je ne vendrais le domaine pour financer leur chimère. Mais parce que les mots d'Antoine s'étaient plantés sous ma peau comme des échardes. Trop âgée pour comprendre les rêves. Pense-y, d'accord? Chloé est vraiment enthousiaste à l'idée que tu sois impliquée. Elle dit que tu pourrais être une sorte d'associée silencieuse. Tu sais, faire partie de notre réussite. Notre réussite. Comme si mes 15 hectares de sueur et de souvenirs n'étaient qu'une ligne de plus dans leur plan d'affaires. Après avoir raccroché, je restais debout dans la cuisine qui avait été témoin de chaque moment important de ma vie,
depuis 25 ans. La table où Antoine avait fait ses devoirs, où je lui avais appris à faire ses lacets, et où nous nous étions assis l'un en face de l'autre pour organiser la fête de son bac. Le plan de travail où j'avais pétri le pain chaque dimanche, où j'avais pleuré sur des factures que je n'étais pas sûre de pouvoir payer, où j'avais célébré le dernier paiement de l'hypothèque avec un verre du meilleur whisky de Jean-Luc, trop âgé. L'ironie ne m'échappa pas. Antoine, qui avait vécu de ma générosité pendant ses études et ses 3 premières entreprises ratées. Antoine, qui avait ramené Chloé il y a 2 ans comme une femme trophée et avait immédiatement commencé à traiter la maison de son enfance comme une ressource à exploiter. Chloé, avec ses cheveux parfaitement lissés et son MBA d'une école que j'avais aidé à payer, qui regardait ma longère comme si c'était une pièce de musée pittoresque et mes terres comme un potentiel gâché. Je me dirigeais vers la cheminée du salon et pris la photo encadrée de mes garçons le jour de la remise de diplôme de Julien. Julien, à 22 ans, se tenait droit et fier dans sa toge, son bras autour de son jeune frère de 18 ans. Julien avait cette expression sérieuse qu'il portait depuis l'enfance. Mon fils responsable, mon pilier, mon fils adoptif, bien que nous ayons cessé d'utiliser ce mot il y a des années. Julien, qui appelait chaque dimanche sans faute. Julien, qui envoyait des cartes postales d'Europe où il travaillait depuis 2 ans, construisant sa carrière juridique et écrivant à quel point ma tarte aux pommes lui manquait. Julien, qui ne m'avait jamais demandé d'argent, ni remis en question mes choix, ni suggéré que j'étais trop quoi que ce soit. Le contraste était douloureux. Je reposais la photo et remarquais que mes mains tremblaient légèrement. Quand avait-elle commencé à faire ça? Un autre signe de l'âge. Un autre rappel qu'Antoine avait peut-être raison sur le temps qui passe. Mais du temps pourquoi? Pour abandonner tout ce pourquoi j'avais travaillé, afin qu'il puisse poursuivre une autre chimère. Pour devenir riche? Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, peignant des rectangles dorés sur le parquet. J'avais toujours aimé ce moment de la journée, où la lumière rendait tout doux et indulgent. Mais aujourd'hui, c'était différent, comme un projecteur sur tout ce que je perdais, tout ce que j'avais déjà perdu. Mon téléphone vibra avec un SMS de Chloé. « Salut Élodie, Antoine m'a parlé de votre conversation. J'adorerais discuter avec toi de notre vision pour la start-up. Peut-être pourrions-nous nous voir pour un café cette semaine. Je pense qu'une fois que tu auras compris le potentiel, tu seras aussi enthousiaste que nous. » L'emoji cœur à la fin sonnait comme une moquerie. Chloé ne m'avait jamais envoyé d'emoji cœur auparavant. En fait, Chloé m'avait à peine parlé au-delà des politesses d'usage lors des dîners de famille. Mais maintenant qu'elle voulait quelque chose, nous étions soudainement les meilleurs amis du monde. Je fixais le message pendant un long moment, mon pouce planant au-dessus du clavier. Une partie de moi voulait répondre quelque chose de cinglant, quelque chose qui clarifierait exactement ce que je pensais de leur vision. Mais une autre partie, celle qui se souvenait d'Antoine à 6 ans, avec ses dents de lait manquantes, m'apportant des pissenlits, voulait essayer une fois de plus de lui faire comprendre. À la place, je tapais « On peut en parler ». La réponse fut immédiate. « Merveilleux. Que dirais-tu de jeudi à 14 heures? Il y a un charmant café en ville, le Café des Remparts. Je vais faire une réservation. J'ai hâte. » 2 émojis cœur cette fois. Le désespoir était presque palpable. Je posai le téléphone et retournai à la fenêtre de la cuisine. Le soleil était plus bas maintenant, projetant de longues ombres sur les champs. Quelque part dans ces ombres se trouvait le fantôme de la femme que j'avais été. La jeune mère qui avait pensé que l'amour et le sacrifice étaient la même chose, qui avait cru que tout donner à ses enfants garantirait en quelque sorte leur respect et leur dévotion. Cette femme s'était trompée sur beaucoup de choses. Mais elle avait eu raison sur une chose. Ce domaine valait la peine de se battre. Non pas pour sa valeur marchande ou son potentiel de développement, mais parce qu'il était à moi, parce que je l'avais gagné par des années de genoux écorchés et de nuits blanches, par des saisons d'abondance et des saisons de disette, par le genre de choix quotidiens qui construisent une vie,
brique par brique. Antoine pensait que j'étais trop âgée pour comprendre les rêves. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que je vivais le mien, que je le vivais depuis 25 ans, et que je n'avais aucune intention de laisser qui que ce soit, pas même mon propre fils, me l'enlever. Jeudi ne pouvait pas arriver assez vite. Jeudi arriva avec cet air d'automne vif qui me donnait autrefois l'impression d'être vivante. Maintenant, alors que je me tenais devant le miroir de ma chambre, ajustant le col de mon blazer vert foncé, cela ressemblait plus à une armure qu'à un vêtement. J'avais choisi ma tenue avec soin, professionnelle, mais pas désespérée, confiante, mais pas conflictuelle. Le genre de look qui disait que j'avais peut-être 62 ans, mais que je n'étais la dupe de personne. Le trajet jusqu'au Café des Remparts dura 15 minutes à travers une campagne qui avait à peine changé en 30 ans. Des collines vallonnées parsemées de fermes comme la mienne, leurs propriétaires pour la plupart de mon âge, ou plus âgés. Nous étions tous des résistants obstinés face à l'urbanisation rampante qui avait englouti la lisière est du département. Je me demandais combien d'entre eux avaient des enfants tournant comme des vautours, attendant le bon moment pour encaisser le travail de toute une vie de leurs parents. Le Café des Remparts occupait une maison de maître rénovée sur la rue principale, tout en moulure blanche et panier de fleurs suspendues. J'y étais venue exactement 2 fois. Une fois pour la fête de départ à la retraite de ma voisine Hélène, et une autre fois lorsque les dames de la paroisse avaient organisé un club de lecture qui avait duré exactement 3 réunions. Ce n'était pas mon genre d'endroit. Trop de lattes hors de prix et de citations de motivation peintes sur du bois de grange récupéré. Mais c'était le genre d'endroit de Chloé, ce qui aurait dû être mon premier avertissement. Je la repérais immédiatement à travers la vitre, parfaitement positionnée à une table d'angle, avec une vue dégagée sur l'entrée. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière dans ce qu'elle appelait probablement un chignon de femme d'affaires, et elle portait le genre de blazer crème qui coûtait plus cher que mon budget d'épicerie mensuel. Elle leva les yeux et fit un signe de la main, son sourire assez éclatant pour alimenter les ampoules Edison du café. L'hôtesse, une fille assez jeune pour être ma petite fille, me conduisit à travers le labyrinthe de meubles dépareillés jusqu'à la table de Chloé. L'odeur de cannelle et de café cher ne parvenait pas tout à fait à masquer l'odeur sous-jacente de peinture fraîche et de charme forcé. « Élodie !» Chloé se leva et se pencha pour une bise qui effleura à peine ma joue. « Tu es magnifique. J'adore ce blazer. C'est si classique. » Classique. La manière polie de dire démodé. J'avais acheté ce blazer pour les funérailles Acta de Jean-Luc il y a 15 ans, et il m'avait bien servi pour chaque occasion sérieuse depuis. Mais sous le regard évaluateur de Chloé, il semblait être une relique. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer », dis-je en m'installant sur la chaise en face d'elle. Je dois admettre que je suis curieuse de cette conversation qu'Antoine a dit que nous devions avoir. Le sourire de Chloé vacilla un instant. « Eh bien, je pensais que ce serait bien de parler sans les hommes. Tu sais, parfois, ils peuvent être si intenses en affaires. » Notre serveuse apparut. Une autre fille incroyablement jeune, avec des mèches violettes et un anneau dans le nez. Chloé commanda quelque chose appelé macchiato au lait d'avoine et vanille, avec mousse de lavande. Je demandai un café noir et vis le visage de la jeune fille se décomposer légèrement, comme si j'avais personnellement déçu ses aspirations artistiques en matière de café. « Alors ?» dit Chloé en se penchant en avant, les mains jointes. « Antoine m'a parlé de tes inquiétudes concernant la start-up. Je comprends tout à fait ton hésitation. C'est une grande décision. » « Vraiment ?» Je gardai ma voix égale. « Parce que, de mon point de vue, il n'y a aucune décision à prendre. Le domaine n'est pas à vendre. » Un autre vacillement dans ce sourire parfait. « Bien sûr, et nous respectons cela. Mais je pensais que si tu comprenais toute la portée de notre vision, tu verrais peut-être les choses différemment. Non pas comme vendre le domaine, mais comme le transformer en quelque chose de plus grand. » Le café arriva en même temps que la concoction élaborée de Chloé, surmontée de ce qui ressemblait à un dessin en mousse violette. Elle le photographia avec son téléphone avant de prendre une gorgée, et je me demandais si quoi que ce soit dans sa vie
se produisait sans être documentée pour les réseaux sociaux. « Parle-moi de cette vision », dis-je, bien que je savais déjà que je n'aimerais pas ce que j'allais entendre. Les yeux de Chloé s'illuminèrent. « C'est tellement excitant, Élodie. Nous développons une application appelée « Ferme Direct ». Elle met en relation les consommateurs urbains directement avec les producteurs locaux. Pense-y comme le Uber de l'agriculture durable. Le Uber de l'agriculture durable. Je sirotais mon café et essayais de ne pas laisser mon expression trahir mes pensées. La beauté de la chose, poursuivit Chloé, c'est que nous ne construisons pas seulement une application, nous créons une marque de style de vie. Et ton domaine serait notre propriété phare, le visage de l'agriculture française, authentique. Nous construirions une installation de pointe pour la transformation et la distribution alimentaire, peut-être ajouter un restaurant de la ferme à la table, voire un hôtel de charme pour l'agrotourisme. Sur mes 15 hectares ? Eh bien, oui. Nous devrions acheter la propriété pour faire les aménagements, mais tu serais une partie prenante de l'entreprise, une partenaire fondatrice, vraiment. Ton nom serait surtout la ferme d'Élodie ou quelque chose d'aussi authentique. Authentique. Voilà encore ce mot, utilisé comme une arme par des gens qui ne sauraient pas ce qu'est l'authenticité, même si elle les mordait à leurs jeans de créateur. « Et qu'arriverait-il à ma maison ?» demandai-je. « Oh, nous préserverions absolument la longère. Elle a tellement de caractère. Nous pourrions avoir besoin de faire quelques mises à jour, tu sais, abattre quelques murs, ajouter quelques touches contemporaines. Mais la structure est magnifique. Ce serait un parfait centre d'accueil, ou peut-être un charmant espace café. Un centre d'accueil. Ma cuisine, où j'avais nourri mes garçons pendant 20 ans, transformée en un endroit où des étrangers achèteraient là du café hors de prix et prendraient trop des selfies. « Chloé, dis-je prudemment, ce que tu décris, ce n'est pas transformer ma ferme, c'est l'effacer. » Son visage prit une expression d'inquiétude étudiée. « Je comprends pourquoi tu pourrais le ressentir ainsi, mais pense à l'héritage. Au lieu de simplement laisser à Antoine et Julien un lopin de terre, tu leur laisserais une entreprise florissante, un véritable héritage. » Julien. Elle avait mentionné Julien, ce qui me surprit. Depuis 2 ans qu'elle faisait partie de notre famille, Chloé avait à peine reconnu l'existence de mon fils aîné, surtout après avoir appris qu'il était adopté. « Julien a-t-il manifesté un intérêt pour ce projet ?» demandai-je. « Eh bien, il a été si occupé avec son travail juridique en Europe. Mais je suis sûre qu'une fois qu'il comprendra l'opportunité... » Elle agita la main vaguement. « L'important, c'est que tu assurerais l'avenir des 2 garçons. » Les 2 garçons, comme si elle se souciait de l'avenir de Julien. « De combien d'argent parlons-nous » demandai-je sans détour. Chloé faillit s'étouffer avec sa mousse de lavande. « Pardon ? Tu veux que je vende ma ferme pour financer votre start-up ? Combien demandez-vous » Elle se reprit rapidement, sortant son téléphone et faisant défiler ce qui ressemblait à une présentation détaillée. « Eh bien, nous avons fait expertiser la propriété à 1 million d'euros, ce qui, honnêtement, semble prudent étant donné le potentiel de développement. Mais nous ne demandons que 750 000 € de financement de démarrage. Le reste resterait ta participation au capital de l'entreprise. 750 000 €. Le chiffre flotta dans l'air entre nous comme la fumée d'un incendie. « Et si votre application échoue ?» demandai-je. « Elle n'échouera pas. » La réponse fut immédiate et défensive. « Nous avons un plan d'affaires solide, des études de marché éprouvées et plusieurs investisseurs potentiels déjà intéressés. Ce n'est pas une opération à la petite semaine, Élodie. C'est l'avenir de la distribution alimentaire. » Je pensais aux entreprises précédentes d'Antoine, la société de friandises bio pour chiens qui avait fermé après 6 mois, le service de boîte par abonnement pour huiles à barbe artisanales qui n'avait jamais dépassé le stade du concept, le food truck qui avait été saisi avant qu'il n'ait réalisé une seule vente. « Chloé, » dis-je en posant ma tasse de café avec un soin délibéré. « J'apprécie que tu aies pris le temps de m'expliquer cela, mais ma réponse est toujours non. » Son sang-froid se fissura comme la glace au printemps.
Élodie, s'il te plaît, réfléchis-y encore quelques jours. Parle à ton conseiller financier. Peut-être obtenir un deuxième avis sur la valeur de la propriété. Je pense vraiment que tu ne vois pas la situation dans son ensemble. Je vois très bien la situation. Je me levai, laissant un billet de 5 € sur la table pour mon café. Et je vois que toi et Antoine avez déjà passé beaucoup de temps à planifier quoi faire de ma propriété sans me demander si je voulais la vendre. Ce n'est pas... Nous ne ferions jamais. Chloé se leva précipitamment, sa façade soigneusement construite s'effondrant enfin. Élodie, Antoine est ton fils. Il mérite mieux que de voir ses rêves mourir parce que tu es trop sentimentale à propos d'une vieille maison. La voilà. La vraie Chloé, dépouillée de ses émojis cœurs et de sa fausse amitié. La femme qui pensait que le travail de ma vie n'était qu'un sentimentalisme faisant obstacle à ses ambitions. Tu as raison, dis-je doucement. Antoine est l'âne et mon fils. C'est exactement pourquoi je connais la différence entre soutenir ses rêves et encourager ses illusions. Je la laissai là, debout dans le café, sa mousse violette retombant dans la lumière de l'après-midi. Le trajet du retour me parut plus long que d'habitude, mes mains agrippant le volant assez fort pour laisser des marques. Au moment où j'entrais dans mon allée, le soleil se couchait derrière les érables que Jean-Luc avait plantés l'année où Julien était entré en maternelle. À l'intérieur, la maison me sembla différente, plus petite, plus fragile. Je traversais les pièces, les voyant à travers les yeux de Chloé. Le papier peint démodé de la salle à manger, le parquet éraflé, les placards de cuisine que j'avais peints moi-même, mais pas mis à jour depuis une décennie. Pour la première fois depuis des années, je sentis le poids de chaque réparation que j'avais reportée, de chaque commodité moderne dont je m'étais passée. Mon téléphone vibra avec un SMS d'Antoine. « Comment ça s'est passé avec Chloé ? Elle a dit que tu avais l'air contrariée. » Contrariée. Comme si j'étais une vieille femme ayant un moment d'émotion, et non une propriétaire qui venait de se faire proposer de détruire tout ce qu'elle avait construit. Je commençais à taper une réponse, puis l'effaçais, puis recommençais, et l'effaçais à nouveau. Que dire ? Que sa femme venait de décrire la transformation de ma maison en une attraction touristique ? Qu'ils avaient déjà fait expertiser ma propriété à mon insu ? Qu'ils voyaient mes 15 hectares non pas comme mon héritage, mais comme leur ticket de loterie ? À la place, je mis le téléphone de côté et me versai un verre du whisky de Jean-Luc. La bouteille était presque vide maintenant. Je l'avais gardée pour des occasions spéciales, qui ne semblaient jamais assez spéciales. Mais ce soir me semblait le bon moment pour la finir. Le whisky brûla en descendant, un feu familier qui me rappela les soirées d'hiver, où Jean-Luc et moi nous asseyions près de la cheminée, planifiant des améliorations pour la ferme et rêvant de l'avenir des garçons. Il avait eu de si grands espoirs pour eux deux, une telle foi que l'amour et les bonnes valeurs suffiraient à les guider dans la vie. Il aurait eu le cœur brisé de voir ce qu'Antoine était devenu. Mais il aurait été fier de ce que Julien construisait pour lui-même en Europe, traçant son propre chemin sans demander l'aumône, ni s'attendre à ce que le monde lui doive quoi que ce soit. Assise dans l'obscurité grandissante, je réalisais que quelque chose avait changé en moi pendant cette conversation avec Chloé. Les derniers vestiges de ma culpabilité maternelle, la voix qui murmurait que je devrais tout sacrifier pour le bonheur de mes enfants, s'était enfin tue. Antoine pensait que j'étais trop âgée pour comprendre les rêves. Chloé pensait que j'étais trop sentimentale pour prendre des décisions commerciales, intelligentes. Ils avaient tous les deux tort, mais leur erreur serait mon avantage, parce que j'étais sur le point de leur montrer exactement à quel point il était dangereux de sous-estimer une femme qui n'avait plus rien à perdre. L'appel téléphonique arriva 3 jours plus tard, alors que je cueillais les dernières tomates de la saison dans mon potager. La voix d'Antoine était différente cette fois, moins exigeante, plus conciliante. Le changement aurait dû m'alerter. « Maman, je pense que nous avons mal commencé avec toute cette histoire d'entreprise. » Je me redressai, essuyant la terre de mes mains sur mon jean. L'air d'octobre portait l'odeur des feuilles brûlées, venant de quelque part dans la vallée. Et pendant un instant, je fus transportée aux automnes, où les garçons étaient cela petits, où Antoine m'aidait à ramasser les feuilles, en tas énormes,
juste pour pouvoir sauter dedans. Ah oui? Je gardais ma voix neutre. Chloé a dit que votre rencontre ne s'était pas passée aussi bien qu'elle l'espérait. Elle pense qu'elle a peut-être été un peu trop directe avec tous les détails commerciaux. Une pause. Tu sais comment elle est quand elle est excitée par quelque chose? Non, Antoine. Je sais comment elle est quand elle veut quelque chose. Mais je ne le dis pas. Elle a quelques idées, dis-je à la place. C'est ça, exactement. Et je pensais que nous devrions peut-être nous asseoir tous ensemble. Toi, moi, Chloé. Avoir une vraie conversation à ce sujet, sans pression ni calendrier. Juste la famille qui discute. La famille. Le mot sonnait étrangement venant de lui maintenant, chargé d'implications auxquelles je ne faisais pas confiance. Quel genre de conversation? Juste explorer les options. Chloé a travaillé sur des propositions alternatives qui pourraient t'intéresser davantage. Des façons d'avancer qui te permettraient de garder la maison. Peut-être de rester impliqué dans ce que nous construirons. Je fermais les yeux, sentant la chaleur du soleil sur mon visage. Propositions alternatives, façons d'avancer. Le langage des vendeurs et des avocats, conçu pour faire passer la reddition pour de la coopération. Qu'en pensais-tu à ça? Que dirais-tu de demain? On pourrait se voir à la maison. Ta maison, je veux dire. Pour que tu sois à l'aise. Chloé pourrait t'apporter le déjeuner et on pourrait juste parler. Pas de présentation ou quoi que ce soit de formel. La maison. Mon sanctuaire. Où je pensais être à l'abri de leur manigance. Mais peut-être valait-il mieux affronter cela sur mon propre terrain, entouré des souvenirs qu'ils voulaient s'éraser. D'accord, dis-je. À quelle heure? Disons midi. Je viendrai avec Chloé et peut-être qu'on pourra en faire une vraie journée. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas simplement passé du temps ensemble. Après avoir raccroché, je restais longtemps dans le potager, regardant les ombres s'allonger sur les champs. Les tomates dans mon panier étaient les dernières de la saison, charnues, rouges et parfaites, cultivées dans une terre que j'amendais depuis 25 ans. Demain, Antoine et Chloé s'assieraient à la table de ma cuisine et essaieraient de me convaincre que tout cela avait moins de valeur que leur application sur le Uber de l'agriculture durable. Ce soir-là, je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'appelai Julien. La connexion internationale était mauvaise, mais sa voix passa, claire et chaleureuse. « Maman, c'est une bonne surprise. Comment vas-tu? »« Je vais bien, mon chéri. »« Comment se passe Prague? »« C'est incroyable ici. L'architecture, l'histoire. J'aimerais que tu puisses voir ça. Le travail juridique est fascinant aussi. J'apprends tellement sur le droit immobilier international. » Il fit une pause. « Tu es sûr que tu vas bien? Tu as l'air, je ne sais pas, fatigué. » Julien avait toujours été perspicace, même enfant. Tandis qu'Antoine fonçait tête baissée dans chaque situation, Julien observait, écoutait et voyait des choses que les autres manquaient. C'était l'une des raisons pour lesquelles il excellait en droit, et l'une des raisons pour lesquelles j'avais toujours senti qu'il me comprenait d'une manière qu'Antoine n'avait jamais fait. « J'ai des problèmes familiaux avec Antoine et Chloé, » dis-je prudemment. « Quel genre de problème? » Je me retrouvais à tout lui raconter. L'appel téléphonique, où l'on me disait que j'étais trop âgée pour comprendre les rêves, la rencontre au café avec Chloé, la conversation familiale à venir qui ressemblait plus à une intervention. Julien écouta sans interrompre. Et je pouvais presque l'imaginer dans son petit appartement à Prague, probablement assis à un bureau couvert de documents juridiques, ses yeux sombres devenant plus sérieux à chaque détail. « Maman, » dit-il quand j'eus fini, « on dirait qu'il te prépare un coup. C'est ce que je crains. Est-ce que Chloé a mentionné la présence de quelqu'un d'autre à cette réunion? Un avocat, peut-être? Ou un conseiller financier? » La question me noua l'estomac. « Pas qu'elle l'ait dit. Pourquoi? » Parce que tout ça, le changement de ton soudain, l'insistance pour se rencontrer chez toi, le discours sur les propositions alternatives, ça ressemble à une embuscade. Ils te veulent sur ton terrain parce qu'ils pensent que tu seras plus à l'aise, plus susceptible de signer quelque chose. Signer quelque chose? Les mots me firent l'effet d'une douche froide. Julien, je ne ferai jamais ça.
Je sais que tu ne le ferais pas, mais... Maman, tu dois être très prudente demain. Ne signe rien, peu importe à quel point ça a l'air raisonnable. Ne touche même pas un stylo s'ils en mettent un devant toi. » Après avoir raccroché, je fis les 100 pas dans la maison comme un animal en cage. Chaque pièce contenait des souvenirs d'Antoine, grandissant ici. Ses premiers pas dans le salon, les fêtes d'anniversaire dans la cuisine, les conversations nocturnes sur ses rêves et ses peurs, dans le petit salon où Jean-Luc lisait aux 2 garçons. Mais ces souvenirs semblaient contaminés maintenant, éclipsés par la prise de conscience que mon fils cadet voyait cette maison, non pas comme la maison de son enfance, mais comme un actif à liquider. Je dormis à peine cette nuit-là. Chaque craquement de la vieille maison qui se tassait ressemblait à des bruits de pas. Chaque rafale de vent dans les arbres sonnait comme des conversations chuchotées que je n'étais pas censée entendre. Le matin, je me sentais vidée, fonctionnant au café et à l'orgueil tenace. Antoine et Chloé arrivèrent exactement à midi, et je sus immédiatement que quelque chose était différent. Le sourire de Chloé était encore plus éclatant que d'habitude, et elle portait un grand sac fourre-tout qui semblait contenir bien plus que de simples sandwichs. Antoine vérifiait constamment son téléphone, et il y avait une énergie nerveuse chez lui qui me rappelait la façon dont il s'agitait avant les exposés à l'école. « Maman, tu es superbe !» dit-il en me faisant une accolade qui semblait répéter. « Merci d'avoir accepté de faire ça. » Chloé s'activa dans la cuisine comme si elle était chez elle, déballant des récipients de ce qui ressemblait à des plats à emporter cher du nouveau restaurant bio en ville. « J'ai apporté le déjeuner de ce nouvel endroit bio. Je pensais que tu apprécierais le concept de la ferme à la table. » De la ferme à la table. Même leur déjeuner était un argument de vente. Nous échangeâmes des banalités pendant que Chloé disposait la nourriture sur mes belles assiettes, celles que la mère de Jean-Luc nous avait offertes pour notre mariage. Antoine complimenta la maison, comme s'il la voyait pour la première fois, au lieu d'y avoir grandi. Chloé admira mes tasses à café, me demandant où je les avais eues, bien qu'elle ait bu dans le même service à chaque dîner de famille, depuis 2 ans. Tout cela ressemblait à une pièce de théâtre, et j'étais la seule à ne pas connaître mon texte. « Alors » dit Antoine alors que nous nous asseyions pour manger. « Je voulais commencer par m'excuser pour ce commentaire que j'ai fait sur le fait que tu étais trop âgé pour comprendre les rêves. C'était déplacé. Ça l'était, acquiesçai-je. J'étais frustrée et je m'en suis pris à toi. Et ce n'était pas juste. Tu as toujours soutenu mes rêves, même quand ils n'ont pas fonctionné. » Il tendit la main sur la table et couvrit la mienne de la sienne. « Je ne veux pas que l'argent ou les affaires se mettent entre nous. » Le contact me parut étranger maintenant, manipulateur. Je résistais à l'envie de retirer ma main. « J'apprécie, Antoine. » Chloé se pencha en avant, son expression sincère. « Élodie, après notre conversation l'autre jour, j'ai réalisé que j'avais mal abordé tout ça. J'étais tellement excitée par l'opportunité commerciale que j'ai oublié que c'est bien plus que de l'argent. C'est une question de famille, d'héritage et de respect pour ce que tu as construit, ici. Ça y est, pensai-je. Alors, nous avons travaillé sur des approches alternatives qui pourraient répondre à tes préoccupations, poursuivit-elle. Et si, au lieu de vendre toute la propriété, nous n'en développions qu'une partie ? Nous pourrions construire l'installation de transformation sur les 8 hectares du fond, laisser la maison et les champs de devant exactement comme ils sont. Antoine hocha la tête avec enthousiasme. Tu serais toujours propriétaire de la longère et des terres qui l'entourent. Nous serions simplement tes partenaires commerciaux sur le côté commercial. Partenaires commerciaux, répétai-je. Partenaires égaux ? Dit Chloé. Eh bien, pas exactement égaux. Tu conserverais la majorité des parts, bien sûr, mais nous nous occuperions de toutes les opérations, de toutes les décisions commerciales. Tu n'aurais pas à te soucier de tout ça. Je n'aurais pas à me soucier des décisions commerciales concernant ma propre propriété. Quelle générosité de leur part. Il y a juste une petite chose, dit Antoine, et je le vis jeter un coup d'œil à Chloé. Pour avancer avec les permis et les demandes de zonage, il faudrait que tu signes quelques accords préliminaires. Rien d'engageant, ajouta-t-il rapidement.
Juste de la paperasse pour lancer le processus. Chloé plongeait déjà la main dans son sac. Notre avocat a préparé quelques documents. Des choses très basiques en réalité, juste pour formaliser notre partenariat et nous donner la permission de commencer le processus de demande. Elle sortit un dossier manille épais de papier, ainsi que, comme Julien l'avait prédit, un stylo d'aspect coûteux. « C'est principalement du jargon juridique », dit Antoine, en faisant glisser le dossier sur la table vers moi. « Mais avoir tout par écrit rendra tout le processus plus fluide. » Je fixai le dossier sans le toucher. À l'intérieur se trouvaient les papiers qui signeraient la fin de mon indépendance, de mon autonomie, de mon droit de prendre des décisions concernant mes propres terres. Ils avaient habillé cela du langage du partenariat et du respect. Mais l'intention était la même que la proposition initiale de Chloé. Ils voulaient le contrôle. « J'aimerais d'abord examiner cela avec mon propre avocat, » dis-je. La température dans la pièce chuta de 10 degrés. « Bien sûr !» dit Chloé, bien que son sourire soit devenu rigide. « Mais le fait est que nous avons un calendrier assez serré pour les permis. Si nous ne déposons pas les demandes initiales d'ici la fin de la semaine, nous manquerons la fenêtre pour la construction au printemps. » Une construction au printemps, à laquelle je n'ai pas consenti. La façade d'Antoine se fissura enfin. « Maman, allons. Nous nous sommes pliés en 4 pour répondre à tes préoccupations. Nous t'offrons de garder la maison, de rester impliqué dans les décisions. Que veux-tu de plus? Ce que je voulais, c'était que mon fils arrête de me traiter comme un obstacle à son succès. Ce que je voulais, c'était qu'il se souvienne que cette terre n'était pas seulement un bien immobilier. C'était l'endroit où je l'avais soigné pour la varicelle, aidé avec ses devoirs de maths et appris à conduire sur le vieux chemin de terre derrière la grange. Ce que je voulais, c'était que le garçon que j'avais élevé se montre et dise à ces étrangers de sortir de la maison de sa mère. Mais ce garçon était parti, s'il avait jamais existé. « Je veux du temps pour réfléchir, » dis-je. Le masque de Chloé tomba entièrement. « Élodie, avec tout le respect que je te dois, de combien de temps de plus as-tu besoin? Nous avons expliqué l'opportunité. Nous avons répondu à tes préoccupations. Nous avons restructuré toute l'affaire pour répondre à tes besoins. À un moment donné, tu dois nous faire confiance. » « Confiance ?» Le mot me parut une gifle. « Je dois vous demander à tous les deux de partir, » dis-je doucement. Antoine me dévisagea. « Maman, partez, maintenant !» Ils rassemblèrent leurs papiers et leurs contenants de déjeuner chic, et je restai assise à la table de ma cuisine, regardant mon fils choisir une entreprise plutôt que les souhaits de sa mère. Quand la porte se referma derrière eux, la maison parut à la fois vide et pleine. Vide des gens que j'avais aimés, pleine des fantômes de ce qu'ils avaient été. Je me versai un autre verre du whisky de Jean-Luc, même s'il était à peine 1h de l'après-midi. Dehors, la lumière d'octobre s'estompait vers le soir, et je réalisais que j'avais pris une décision. Demain, j'appellerai la seule personne en qui je savais que je pouvais avoir confiance. La seule personne qui ne m'avait jamais rien demandé, sauf la chance d'être mon fils. Il était temps de faire rentrer Julien. L'appel à Julien nécessita 3 tentatives. Et quand sa voix se fit enfin entendre sur la ligne internationale crépitante, elle portait une urgence qui correspondait à la mienne. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'appelles jamais aussi tard. » Il était presque minuit à Prague, mais j'étais trop nerveuse pour calculer les fuseaux horaires. Le whisky avait aidé à calmer mes nerfs, mais il n'avait pas émoussé les arêtes vives de ma colère. « Ils ont essayé de me piéger aujourd'hui, » dis-je sans préambule. « Des papiers juridiques, des tactiques de haute pression. Ils voulaient que je signe des droits de développement sans même lire les documents. » Une longue pause, puis « Mon Dieu, maman, tu vas bien? » « Je suis furieuse, mais je vais bien. » Je me dirigeais vers la fenêtre de la cuisine, regardant les champs baignés de lune. « Julien, j'ai besoin que tu rentres à la maison. Je suis déjà en train de regarder les vols. » Le soulagement qui m'envahit fut si intense que mes genoux fléchirent. « Tu ne sais même pas encore ce que je demande. Tu demandes de l'aide. C'est suffisant. » Je pouvais entendre le bruit de la frappe au clavier en arrière-plan. « Il y a un vol qui part de Prague demain soir et qui arrive à Paris.
jeudi matin. Je peux être à la ferme jeudi après-midi. Julien, ton travail, il peut attendre. Maman, tu m'as élevé. Tu ne m'as jamais fait sentir que j'étais moins que ton vrai fils. Même quand d'autres personnes... Il s'arrêta, et je savais qu'il pensait à Antoine, qui avait passé leur enfance à rappeler à Julien qu'il était adopté chaque fois qu'ils se disputaient. Tu ne m'as jamais rien demandé. Si tu demandes maintenant, c'est que c'est sérieux. Après avoir raccroché, je m'assis dans le salon sombre, entouré par le silence de la vieille maison. Pour la première fois depuis des jours, j'avais l'impression de pouvoir respirer correctement. Julien rentrait à la maison. Quoi qu'Antoine et Chloé étaient prévus ensuite, je n'y ferais pas face seule. Le lendemain se passa dans une étrange suspension du temps. Je nettoyais la maison de fond en comble, comme si Julien amenait des invités importants au lieu de lui-même. Je fis sa tarte aux pommes préférée, avec les fruits des arbres que Jean-Luc avait plantés il y a 20 ans. J'aérais son ancienne chambre, celle qu'il avait gardée impeccable même adolescent, si différente du désastre perpétuel d'Antoine au bout du couloir. Chloé appela 2 fois et envoya 4 SMS, chacun plus insistant que le précédent. Les messages évoluèrent de vérifications amicales. Je voulais juste voir comment tu te sentais par rapport à tout ça. À des menaces, à peine voilées. La date limite pour le permis est vendredi. Élodie, nous devons vraiment avancer. Je les ignorais tous. Antoine appela une fois, la voix tendue par la frustration. « Maman, Chloé dit que tu ne réponds pas à ses appels. Qu'est-ce qui se passe ? Je vous ai dit à tous les deux que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Combien de temps ? Nous avons de vraies échéances. Tes échéances ne sont pas mon problème, Antoine. » Le silence qui suivit fut si long que je crus qu'il avait raccroché. « Très bien, » dit-il finalement. « Mais ne viens pas pleurer chez nous quand tu seras assise seule dans cette maison, à te demander ce que tu aurais pu construire de ta vie au lieu de simplement exister. » La cruauté de ces mots me coupa le souffle. Exister. Comme si les 25 années que j'avais passées à créer un foyer, à élever des enfants, à construire une vie à partir de rien, avaient moins de valeur que leur idée d'application. « Au revoir, Antoine, » dis-je, et je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre. Jeudi après-midi, je me tenais sur le perron, guettant la voiture de location de Julien, le cœur battant d'anticipation et de nervosité. Quand la berline argentée apparut enfin au bout de la longue allée, je dus m'agripper à la rampe pour ne pas courir à sa rencontre comme je le faisais quand il était un garçon rentrant de l'école. Julien sortit de la voiture, l'air plus âgé que ses 28 ans, portant un costume gris anthracite qui parlait de coupe européenne et de succès. Mais quand il me vit, son visage s'illumina du même sourire qu'il avait à 7 ans. Et soudain, il redevint mon petit garçon, celui qui me demandait chaque soir si j'étais sûre de vouloir le garder pour toujours. « Maman !» Il m'enveloppa dans une étreinte qui sentait l'air de l'avion et l'eau de Cologne chère. Mais en dessous de tout ça, il sentait toujours Julien. Il sentait la maison. « Tu as l'air si adulte », dis-je en me reculant pour étudier son visage. La douceur enfantine avait disparu, remplacée par des pommettes saillantes et le genre d'assurance qui vient du succès obtenu par ses propres moyens. Et fatigué, c'est un long vol. Il en valait chaque minute. Il regarda la maison par-dessus mon épaule, et son expression s'adoucit. Mon Dieu, cet endroit me manque. Il est exactement pareil. Certaines choses n'ont pas besoin de changer. Il saisit le sous-entendu et hocha la tête sombrement. Raconte-moi tout depuis le début. Nous nous assîmes à la table de la cuisine, où je lui avais servi d'innombrables repas, et je lui racontai toute l'histoire à nouveau. Cette fois, les détails semblaient plus vifs, plus douloureux. M'entendre décrire les mots d'Antoine, trop âgé pour comprendre les rêves, et le déjeuner manipulateur de Chloé, me fit réaliser à quel point ils avaient essayé de me manipuler pour me faire croire que j'étais le problème. Julien écouta avec l'attention concentrée de l'avocat qu'il était devenu, posant occasionnellement des questions de clarification ou prenant des notes sur un bloc-notes juridique qu'il avait sorti de sa mallette. Quand j'eus fini, il se renversa en arrière et secoua la tête. « Maman, ce qu'ils essaient de faire n'est pas seulement moralement répréhensible,
Une partie pourrait même être illégale. Les tactiques de pression, le calendrier précipité, essayer de te faire signer des documents sans examen juridique. Il tapota son stylo contre la table. On dirait qu'ils sont soit désespérés, soit qu'ils ont des investisseurs qui leur mettent la pression. Ou les deux. Probablement les deux. Il étudia ses notes. La question est: que veux-tu faire? C'était une question si simple, mais elle contenait des multitudes. Que voulais-je? Punir Antoine pour sa cruauté? Apprendre à Chloé que tout n'est pas à vendre? Protéger la terre que Jean-Luc et moi avions aimée? Je veux qu'il comprenne que je ne suis pas une victime, dis-je finalement. Je veux qu'il sache que me sous-estimer était une erreur. Le sourire de Julien était aussi tranchant qu'une lame. Alors donnons-leur exactement ce qu'ils demandent. Que veux-tu dire? Ils veulent une réunion avec des documents juridiques? Très bien, ayons une réunion. Il sortit son téléphone. Quel est le numéro de Chloé? Je pense qu'il est temps de bluffer. Je lui donnai le numéro, et il composa avec l'assurance de quelqu'un habitué à passer des appels qui changent la vie des gens. Chloé, c'est Julien, le fils d'Élodie. Je crois comprendre que vous avez essayé de joindre ma mère au sujet d'une proposition commerciale. Sa voix était parfaitement professionnelle, ne laissant transparaître aucun de ses vrais sentiments. Oui, je viens de rentrer d'Europe. Je suis avocat spécialisé en droit immobilier international. Une pause. En fait, je pense qu'une réunion serait une excellente idée. Ma mère m'a parlé de votre start-up, et j'aimerais beaucoup discuter des implications juridiques de votre proposition de partenariat. Je pouvais entendre la voix excitée de Chloé à travers le téléphone, bien que je ne puisse pas distinguer les mots. Demain après-midi serait parfait, poursuivit Julien. 14h. Excellent. Oh, et Chloé? Vous voudrez peut-être amener votre avocat et votre directeur de banque? Ce sera une discussion complète sur l'avenir de la propriété de ma mère. Et je veux m'assurer que tout le monde comprend exactement ce qui est en jeu. Après qu'il ait raccroché, je le fixai. « Julien, qu'est-ce que tu prépares? »« La justice, » dit-il simplement. « Maman, ils pensent que tu es une vieille femme seule, qu'ils peuvent manipuler pour qu'elle abandonne le travail de sa vie. Ils pensent que parce que je suis adoptée, je ne compte pas vraiment comme de la famille. Ils pensent que parce que j'ai été en Europe, je ne comprends pas la situation ici. » Ses yeux se durcirent. Ils ont tort sur toute la ligne. Ce soir-là, alors que nous partagions la tarte aux pommes que j'avais faite, Julien me parla de son travail à Prague, des transactions immobilières internationales complexes qu'il avait négociées, de la réputation qu'il s'était bâtie pour protéger ses clients, exactement du genre de combine prédatrice que menaient Antoine et Chloé. « J'ai déjà vu ça, » dit-il. « Des membres de la famille qui pensent pouvoir faire pression sur des parents âgés pour qu'ils acceptent de mauvaises affaires, parce qu'ils supposent que personne ne se défendra. La différence, c'est que ces autres clients étaient des étrangers. C'est personnel, Julien. Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit qui pourrait nuire à ta carrière. »« Maman, » dit-il en tendant la main sur la table pour prendre la mienne. « Te souviens-tu de ce que tu m'as dit la veille de ma remise de diplôme ?» Je secouai la tête. « Tu as dit que le succès sans intégrité n'était qu'un échec avec un meilleur marketing. Tu as dit que la mesure d'une personne n'était pas ce qu'elle pouvait prendre, mais ce qu'elle était prête à protéger. » Sa poigne se resserra. « Tu m'as protégée toute ma vie. Tu as protégé cette ferme, cette famille, cet héritage. Maintenant, c'est à mon tour de te protéger. » Cette nuit-là, je dormis mieux que depuis des semaines. Au bout du couloir, Julien était probablement en train d'examiner des documents juridiques et de se préparer à la confrontation de demain. Mais pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, je sentais que j'avais un allié. Pas seulement quelqu'un de mon côté, mais quelqu'un qui comprenait exactement pourquoi nous nous battions. Le matin, Julien apparut au petit déjeuner vêtu d'un autre costume impeccable. Celui-ci, bleu marine avec une cravate argentée qui captait la lumière comme une armure. Il s'était transformé du jour au lendemain de mon fils bien-aimé en quelque chose de plus redoutable. Une arme affûtée par des années de formation juridique et d'expérience internationale. « Comment veux-tu jouer ça »
demanda-t-il, étalant des papiers sur la table de la cuisine. « Je veux qu'il comprenne que le temps où il me sous-estimait est révolu, dis-je. Je veux qu'il réalise que la loyauté familiale n'est pas une faiblesse qu'ils peuvent exploiter. C'est une force qu'ils n'ont jamais vue venir. » Julien sourit. Et un instant, il ressembla exactement à Jean-Luc. La même confiance tranquille, le même sens de la justice qui allait plus loin que le gain personnel. « Alors montrons-leur ce qui se passe quand ils confondent la gentillesse avec la faiblesse, » dit-il. « Montrons-leur à quoi ressemble une vraie famille. » Dehors, l'après-midi d'octobre était vif et lumineux, le genre de journée qui faisait paraître tout possible. Dans quelques heures, Antoine et Chloé entreraient dans ma maison, s'attendant à trouver une vieille femme effrayée, prête à abandonner son indépendance. Au lieu de cela, ils allaient trouver leur maître. À 14 heures précises, je regardais depuis la fenêtre du salon 2 voitures entrer dans mon allée. Antoine et Chloé sortirent de leur BMW noir, suivis par un homme en costume chair portant une mallette en cuir et une femme avec une tablette qui ne pouvait être que la directrice de la banque. Ils avaient amené tout leur arsenal, comme Julien l'avait prédit. 4 contre 1, murmurai-je. Ils pensent vraiment m'avoir acculé. Julien apparut à côté de moi, ajustant ses boutons de manchette avec la précision calme d'un chirurgien se préparant à une opération délicate. 4 contre 2, corrigea-t-il. Et ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. La sonnette retentit et je pris une profonde inspiration, sentant le poids du moment s'installer autour de moi comme une armure. C'était le moment, l'aboutissement de semaines de manipulation et de mois de ressentiment grandissant. La fin de mon rôle de mère accommodante, que l'on pouvait tenir pour acquise. J'ouvris la porte pour trouver Antoine, arborant son sourire le plus charmant, celui qui l'avait sorti d'affaires depuis l'enfance. Derrière lui, Chloé vibrait pratiquement d'excitation, tandis que leur compagnon restait en retrait, avec la courtoisie professionnelle de gens habitués à conclure des affaires. « Maman, tu es magnifique », dit Antoine en s'avançant pour une accolade que je ne rendis pas. « Merci d'avoir accepté cette réunion. Je pense qu'aujourd'hui va tout changer pour notre famille. »« J'en suis certaine, » répondis-je d'un ton égal. « Entrez, s'il vous plaît. » Chloé présenta l'homme comme étant Benjamin Lecomte, leur avocat, et la femme comme étant Eva Martin, de la Première Banque nationale. Tous deux me serrèrent la main avec la poigne ferme, de gens habitués à intimider les clients âgés pour les soumettre. « Madame Dubois, » dit le comte, « je veux que vous sachiez à quel point nous sommes enthousiastes à propos de ce projet. Il est rare de voir une famille se réunir autour d'une opportunité aussi innovante. La famille. Voilà encore ce mot, utilisé avec une précision chirurgicale. Asseyez-vous, s'il vous plaît, dis-je en désignant le salon. Puis-je vous offrir un café ? Ils déclinèrent, trop impatients de passer aux choses sérieuses. Chloé étala ses documents sur ma table basse. La même table où j'avais servi d'innombrables matins de Noël et célébrations d'anniversaire, maintenant transformée en une salle de conseil d'administration. « Élodie, » commença Chloé, « je sais qu'hier ne s'est pas déroulé aussi bien que nous l'espérions, mais je pense que tu seras satisfaite des révisions que nous avons apportées. Nous avons tout restructuré pour te donner encore plus de contrôle. »« En fait, » interrompis-je, ma voix portant à travers la pièce comme une cloche, « avant de commencer, je dois mentionner que j'ai amené mon propre conseiller juridique. » La température dans la pièce chuta. La tête d'Antoine se redressa brusquement. « Ton quoi ? » ?»« Mon avocat. J'espère que cela ne vous dérange pas. Je sais à quel point il est important d'avoir une représentation juridique appropriée pour ce genre de discussion. » Le sourire de Chloé devint cassant. « Bien sûr que non. »« Où est-il ? » ?»« Il, » corrigeai-je, puis j'appelai vers la cuisine. « Julien, pourrais-tu te joindre à nous ?» Je regardais leur visage alors que Julien entrait dans la pièce, et le moment de confusion valait presque les semaines de tourments qu'il m'avait fait subir. Antoine cligna des yeux rapidement, comme s'il ne pouvait pas tout à fait traiter ce qu'il voyait. La bouche de Chloé s'ouvrit, littéralement. « Julien !» réussit à dire Antoine. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je représente les intérêts de ma mère.
répondit Julien calmement, s'installant dans le fauteuil à côté de moi, avec la grâce fluide de quelqu'un en parfait contrôle. Il sortit son propre portefeuille en cuir et le posa sur la table avec un soin délibéré. « Julien Dubois, conseil juridique de la famille, spécialisé en droit immobilier international. » Le comte se pencha en avant, étudiant Julien avec la lassitude d'un professionnel reconnaissant une concurrence sérieuse. « Conseil juridique de la famille ?» Je n'étais pas au courant que Madame Dubois avait retenu les services d'un avocat. « C'est le cas maintenant, » dit Julien. « J'ai pris l'avion depuis Prague spécifiquement pour examiner les termes de votre proposition d'accord de partenariat. » Il ouvrit son portefeuille et en retira une épaisse liasse de papier. J'ai pris la liberté d'effectuer quelques recherches préliminaires sur votre modèle économique et votre financement. » Chloé était devenue blême. « Julien, c'est vraiment entre Élodie et Antoine. C'est une affaire de famille. » Le sourire de Julien était acéré comme un rasoir. « Vous avez tout à fait raison, Chloé. C'est une affaire de famille. Et je suis de la famille. » Les mots flottaient dans l'air comme un défi. Je vis Antoine tressaillir, se souvenant de toutes les fois où il avait dit à Julien qu'il n'était pas de la vraie famille, parce qu'il était adopté. Toutes les cruautés désinvoltes qui avaient à pousser Julien à exceller, à se prouver digne d'un amour qui aurait dû être inconditionnel. « Bien, » poursuivit Julien en sortant une paire de lunettes de lecture qui le rendit encore plus redoutable. « Discutons de votre proposition commerciale. Je suis particulièrement intéressé par votre modèle de financement et votre calendrier prévisionnel de rentabilité. » Le comte se racla la gorge. « Peut-être devrions-nous commencer par l'accord de développement de la propriété. »« Oh, nous y viendrons, » dit Julien. « Mais d'abord, j'aimerais comprendre exactement dans quoi ma mère investirait. Madame Martin, vous représentez la première banque nationale. Quelle est la position de votre institution sur ce projet ?» Eva Martin se tortilla mal à l'aise. « Nous sommes prêts à offrir un prêt à la construction, basé sur la propriété comme garantie. Garantie que ma mère fournirait tout, en assumant tous les risques, » nota Julien sur son bloc-notes. « Et si l'entreprise échoue, qui est responsable du prêt ? Eh bien, les propriétaires du bien seraient... » « Ma mère seule, » compléta Julien. Autre note. « Monsieur le comte, avez-vous informé vos clients de leurs responsabilités personnelles dans cette entreprise ?» Le sang-froid professionnel de Lecomte commençait à se fissurer. La structure de responsabilité est clairement définie dans les documents de partenariat que j'ai examinés. « J'ai examiné aussi, » dit Julien en sortant une autre liasse de papier, ainsi que des informations de fonds intéressantes sur les entreprises précédentes de votre client. Chloé se raidit. Quel genre d'informations de fonds ? Registre public, archives judiciaires, le genre de vérification préalable que tout avocat responsable effectuerait. La voix de Julien resta parfaitement agréable. Par exemple, Antoine, j'ai été fasciné d'apprendre l'histoire de votre entreprise de friandises bio pour chiens, en particulier comment elle a fermé, devant 40 000 € à des fournisseurs qui n'ont jamais été payés. Antoine devint rouge. C'était différent. Et votre service d'abonnement à des huiles à barbe, celui qui a pris des paiements anticipés de clients pour des produits qui n'ont jamais été livrés. Julien tourna une page. 14 plaintes déposées auprès de l'association de consommateurs. 3 poursuites potentielles qui ont été réglées à l'amiable. « Julien, arrête !» dit Antoine, la voix brisée. « Et puis, il y a le food truck, saisi après 3 mois pour non-paiement du prêt. Un prêt qui a été co-signé par... » Julien me regarda directement. « Votre mère. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Je sentis les derniers vestiges de ma culpabilité maternelle s'effondrer en poussière. Voilà le schéma mis à nu. Antoine me prenant de l'argent, échouant, et me laissant nettoyer les dégâts, encore et encore. « Le fait est, » poursuivit Julien, « que ma mère a déjà financé vos rêves d'entrepreneur à hauteur d'environ 60 000 € au cours des 5 dernières années. De l'argent qui n'a jamais été remboursé, de l'argent qui provenait de ses économies pour la retraite
de son fonds d'urgence, des mensualités de son prêt qu'elle a reporté pour vous aider. Chloé regardait Antoine avec horreur. Clairement, elle n'avait jamais connu toute l'étendue de sa dépendance financière envers moi. « Alors, quand vous venez ici aujourd'hui ?» dit Julien, sa voix se durcissant, lui demandant de risquer sa maison, sa terre, le travail de toute sa vie sur une autre de vos entreprises. Vous me pardonnerez si je suis quelque peu sceptique. Le comte tenta de se ressaisir. Ces entreprises passées ne sont pas pertinentes pour la proposition actuelle, n'est-ce pas? Le sont-elles? Julien sortit encore un autre document. Parce que j'ai aussi fait des recherches sur Ferme Direct, votre prétendu start-up. Non m'intéressant, considérant qu'il a déjà été déposé par une entreprise du nord de la France il y a 2 ans. Une entreprise qui poursuit actuellement 17 entités différentes pour contrefaçon de marque. Le visage de Chloé était passé du blanc au vert. Nous pouvons contourner ça. Vraiment? Parce que selon la base de données de l'INPI, votre demande de marque a été rejetée le mois dernier. Ce qui signifie que chaque support marketing que vous avez montré à ma mère, chaque plan d'affaires avec ce nom, est juridiquement sans valeur. La directrice de la banque rangeait déjà sa tablette. « Monsieur le comte, je pense que nous devons sortir pour discuter. »« Non, » dit fermement Julien. « Nous allons terminer cette conversation ici, maintenant, parce que ma mère mérite d'entendre exactement dans quel genre d'accord vous essayez de la pousser. » Il se leva et soudain, la pièce parut plus petite, comme si sa présence s'était étendue pour remplir chaque recoin. Vous vouliez qu'elle cède les droits de développement de sa propriété pour une entreprise qui n'existe pas légalement, soutenue par des personnes ayant un bilan avéré d'échecs et de fraude, financée par un prêt qui la rendrait personnellement responsable de chaque centime en cas d'échec. « Ce n'est pas de la fraude », commença Antoine. « Ah non ?» La voix de Julien coupa comme de la glace. Faire pression sur une propriétaire âgée pour qu'elle signe des documents juridiques sans examen juridique approprié. Utiliser la manipulation émotionnelle et les relations familiales pour créer un environnement coercitif, fausser les risques financiers et les obligations juridiques impliquées. Le comte rassemblait ses papiers. « Je pense que nous devrions reporter cette discussion jusqu'à ce que nous puissions... »« Il n'y aura pas d'autre discussion, » dis-je en me levant à côté de Julien. Ma voix était stable, plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Je veux que vous quittiez tous ma maison, maintenant. » Chloé se tourna vers moi avec des yeux désespérés. « Élodie, s'il te plaît, tu ne comprends pas ce que cela signifie pour notre avenir. »« Je comprends parfaitement, » dis-je. « Vous avez vu une vieille femme vivant seule sur des terres de valeur, et vous avez pensé que vous pouviez la manipuler pour qu'elle abandonne tout ce pour quoi elle avait travaillé. Vous avez pensé que parce que j'aimais mon fils, je serais trop faible pour dire non. » Antoine me regardait comme s'il me voyait pour la première fois. « Maman, je n'ai jamais voulu. »« Si, tu l'as voulu. » Les mots sortirent doucement, mais ils portèrent le poids d'années de blessures accumulées. « Tu as pensé chaque mot que tu as dit sur le fait que j'étais trop âgée pour comprendre les rêves. Tu avais l'intention de me faire pression pour signer ces papiers. Tu avais l'intention de prendre ma maison et de la transformer en ton distributeur de billets personnels. Ce n'est pas... C'est exactement ce que tu avais l'intention de faire. » Je me dirigeai vers la porte d'entrée et l'ouvris en grand. « Et maintenant, je veux que vous partiez. Tous. » Ils sortirent en silence. La directrice de la banque d'abord, impatiente d'échapper à l'épave de ce qu'elle avait cru être une affaire facile. Le comte suivit, déjà au téléphone, appelant probablement son assurance responsabilité professionnelle. Chloé s'arrêta sur le seuil, me regardant avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Antoine fut le dernier à partir. À la porte, il se retourna une dernière fois. « Maman, je... » « Au revoir, Antoine. » Je fermai la porte et m'appuyai contre elle, sentant la force m'abandonner. Julien fut à côté de moi instantanément, son bras autour de mes épaules. « Tu l'as fait, » dit-il doucement. « Tu leur as tenu tête. Nous l'avons fait, » corrigeai-je. « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. » Dehors, j'entendis des moteurs de voiture démarrer.
le bruit des pneus sur le gravier, alors que mon fils cadet s'éloignait. Probablement pour toujours. Le silence qui suivit aurait dû sembler vide. Mais au lieu de cela, il semblait propre, pur. « Et maintenant ?» demandai-je. Julien sourit, et pour la première fois depuis des jours, le sourire atteignit ses yeux. « Maintenant, nous allons manger de la tarte aux pommes et parler de l'avenir. Ton avenir, celui que tu peux choisir pour toi-même. » Alors que nous retournions à la cuisine, j'aperçus notre reflet dans le miroir du couloir. Une femme qui avait retrouvé sa dignité, debout à côté du fils qui l'avait aidé à trouver sa force. Non pas le fils qui partageait mon sang, mais le fils qui partageait mes valeurs. Parfois, la famille ne concerne pas les liens avec lesquels on est. Parfois, elle concerne les liens que l'on choisit d'honorer.